Bienvenue dans les Arcades digestives, le podcast qui parle de cancérologie digestive. Ici, nous laissons place à l'échange, à l'humain, au débat. Produit par la Fondation Arcade, nous réunissons des experts, des professionnels de santé, des chercheurs, des patients autour de la thématique de la cancérologie digestive et du système de santé dans ces cancers. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Arcades digestives et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Ariane Gallopassi et Isabelle Borget sur le sujet de la recherche clinique. Ariane, tu es directrice de la recherche clinique et de l'organisation des soins au LEM, le syndicat professionnel représentant les entreprises du médicament. Tu es membre du conseil de surveillance de l'EIT Health, cofondé par l'Union européenne et auparavant tu as exercé comme chercheur INSERM au Collège de France, puis au sein du ministère de la Santé, où tu as travaillé sur la recherche et l'innovation. Isabelle, tu es pharmacien en recherche clinique et économie de la santé à Gustave Roussy. Tu es professeur à la faculté de pharmacie de Paris-Saclay, où tu es responsable notamment du Master Market Access. Tes travaux portent sur l'évaluation économique des innovations thérapeutiques en oncologie, en particulier à partir d'essais cliniques et de données de vie réelles, avec un intérêt pour les modalités d'accès au marché des innovations. Alors la première question est pour toi, Isabelle. Concrètement, qu'est-ce que la recherche clinique ? Alors, la recherche clinique, c'est une étape très importante dans le cycle de vie du médicament. C'est une étape qui intervient après les études précliniques sur l'animal et ce sont les études où on va tester le médicament sur l'être humain pour la première fois. Classiquement, on décompose les essais cliniques en phases, les phases 1, 2, 3. En tout cas, c'est celles qui permettent à un médicament d'arriver sur le marché. Une phase 1, c'est vraiment la première étape où on administre un médicament à l'homme. Et l'objectif, c'est plutôt de quantifier la toxicité du médicament, de voir quelle sera, d'évaluer la dose qui sera administrée à l'homme ensuite et d'identifier la typologie d'effets indésirables qu'on aura dans les phases ultérieures. Ensuite vient la phase 2. La phase 2, c'est une étape intermédiaire où on doit décider très vite si le médicament ou la molécule est innovante et doit continuer son développement. Donc on doit savoir s'il y a un signal d'efficacité chez le patient et si la molécule n'est pas trop toxique. Donc c'est une phase qui va relativement vite dans le développement d'un médicament sur un petit nombre de patients et sur des critères d'efficacité qu'on dit intermédiaires. Puis vient la plus grande étude, la phase qu'on dit pivotale, qui est la phase 3, qui est une étude comparative où on a souvent recours à la randomisation, c'est-à-dire l'attribution au hasard des traitements aux patients. Le nouveau médicament va être testé par rapport à un traitement de référence ou un placebo sur un grand nombre de patients, plus d'une centaine, voire des milliers de patients. Et là, le critère de jugement, c'est vraiment un critère d'efficacité. On va s'assurer que le nouveau médicament apporte une efficacité clinique par rapport au traitement de référence. On va également regarder des critères qui sont dits secondaires, comme bien sûr la toxicité, les effets secondaires, mais aussi la qualité de vie des patients. Et on met aussi des critères de suivi biologique sur des biomarqueurs pour voir également l'efficacité sur ces critères-là. Donc là, j'ai plutôt parlé de médicaments, mais on en reparlera peut-être plus tard. Il y a aussi des essais cliniques qui peuvent se faire sur des techniques chirurgicales, des techniques de radiothérapie, des essais de désescalade. Donc en fait, ce modèle phase 1, phase 2, phase 3 ne s'applique pas qu'aux médicaments et peut aussi concerner d'autres interventions, notamment hors produits de santé, comme on dit en recherche clinique. Merci Isabelle. Et alors, qu'en est-il de la place des industriels dans la recherche clinique, Ariane ? Alors, la mission des industriels est de développer les nouvelles technologies de santé. Donc, par exemple, de nouveaux tests diagnostiques, de nouveaux dispositifs médicaux et bien évidemment de nouveaux médicaments. Donc en France, on a, selon les années, entre 800 et 850 nouveaux essais cliniques qui sont autorisés.
parmi lesquels 600 sont pilotés par les industriels. Donc la plupart des essais sur le médicament sont pilotés par les industriels. Ce qu'il faut savoir, et c'est sûrement une particularité par rapport à la recherche académique, c'est que ces essais sont des énormes essais internationaux. Dans 9 cas sur 10, on va déployer cette recherche dans plusieurs pays. Et donc le protocole va être mis en place, élaboré dans un pays, souvent la maison mère du laboratoire, et puis va être déployé dans tous les pays, dans différents centres, dans différents hôpitaux, et donc parmi lesquels la France ont souvent choisi, notamment en oncologie. Puisque parmi ces 600 essais cliniques, on a 40-45% de ces essais qui vont concerner l'oncologie. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, Isabelle, pour une société savante, un chercheur, un hôpital, un patient, de pouvoir participer à un essai clinique? La recherche clinique, c'est très très important pour tous ces acteurs dont tu viens de parler, Ségolène. Pour un patient, c'est important de participer à un essai clinique parce que ça lui permet d'accéder à une molécule qui est potentiellement innovante, potentiellement plus efficace. Et bien sûr, ça participe à la science, à l'évolution des connaissances sur la maladie et ses traitements. Et donc, collectivement, tous les patients inclus dans un essai clinique permettent de savoir si le médicament est plus efficace que son comparateur ou pas. Mais pour un établissement de santé ou un chercheur, un clinicien, pour un établissement de santé, c'est très important pour un hôpital de participer à un essai clinique parce que les cliniciens ont accès plus tôt aux médicaments qui est en essai clinique, ils peuvent s'approprier et commencer à connaître le médicament. Ils comprennent son efficacité, mais également les effets indésirables. Bien sûr, ils participent en tant que co-auteurs de la publication scientifique et des présentations orales qui seront faites sur la présentation des résultats du médicament. Et donc, ça donne une connaissance sur ce nouveau médicament en amont et ils deviennent des leaders d'opinion sur les nouveaux médicaments. C'est aussi important en termes de recherche académique. Alors nous, côté LEM, on a consolidé quelques chiffres pour le pays, notamment sur cette valeur économique. On a pu quantifier qu'à peu près chaque année, on avait 6 milliards investis dans l'activité de recherche et développement. Et près de 4 milliards parmi ces 6 milliards concernent les essais cliniques. Donc on a vraiment une plus-value directe financière pour le pays. On a également de nombreux partenaires pour ces essais cliniques. Plus de 400 prestataires de recherche travaillent avec les entreprises du médicament. Et ces essais cliniques, ils font intervenir plus de 150 établissements de santé répartis sur l'ensemble du territoire. Donc on voit bien qu'il y a une vraie dynamique à l'échelle, on va dire, d'un établissement de santé, mais également à l'échelle du pays tout entier. Et c'est vrai que de ce qu'on voit quand on vous entend toutes les deux, c'est que finalement, on parle parfois de recherche académique, parfois de recherche industrielle, mais finalement, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est que vous, industriels, vous ne pouvez pas faire de recherche sans les académiques. Et puis, évidemment, pour les académiques, il y a tout un intérêt à aller sur les nouvelles molécules, sur les nouveaux dispositifs médicaux ou alors sur de la désescalade, parce que c'est moins de toxicité aussi pour des patients. Et donc, c'est vraiment des travaux qui se font tous ensemble. Et par rapport, donc là, on a parlé d'activités un peu stratégiques au niveau national. Qu'est-ce qu'il en est au niveau international et comment est-ce que la France se positionne? Alors, dans cette activité de recherche clinique, on est vraiment dans une compétition internationale. On va dire qu'on a deux gros pays leaders, que sont les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, on va dire, c'est quelque chose d'historique. La Chine, c'est plus récent. Et la France peine un petit peu dans cette compétition. Et pas simplement la France, on a un vrai sujet au niveau de l'Europe, puisqu'on a moins d'un essai sur 5 qui se déroule actuellement en Europe.
Donc on est vraiment dépassé à la fois par les US et l'Asie, on va dire. Et côté européen, la France se situe entre le 3e et le 4e rang, derrière l'Espagne, Ouais, qui ont gagné du terrain. oui, depuis une dizaine d'années, voilà, qui caracole en tête. Puis on a l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et la France, voilà, est soit 3e, soit 4e. Heureusement, on a quand même des atouts, notamment en oncologie et sur les maladies rares. Et là, on arrive à un second rang européen. Oui, et qu'on maintient d'ailleurs sur l'oncologie. Oui, sur l'oncologie, on est encore au 2e, 3e rang selon les années. Mais c'est vrai que on a un petit peu perdu, comme dit Ariane, en termes d'attractivité. L'Espagne, souvent, est plus rapide que nous à ouvrir les essais cliniques et les laboratoires, parfois, ont intérêt à aller plutôt sur des pays qui vont plus vite et où ils incluent plus de patients. Cependant, en oncologie, l'expertise des centres français, la très bonne maîtrise des process et des parcours de soins, le fait qu'on a beaucoup de patients en France fait que c'est encore attractif. Et pour les médecins français, c'est vraiment très important de maintenir cette attractivité sur le territoire français et que les patients français aient accès aux molécules en essais cliniques. Donc les médecins en France font tout leur possible pour avoir accès aux essais en France aussi. L'INCa est très impliqué aussi dans ce dynamisme-là, notamment pour les essais précoces en particulier, donc les essais de phase 1, au travers d'un système qui s'appelle les CLIP. Donc les CLIP, c'est un réseau de centres et d'hôpitaux français qui ouvrent des essais de phase 1, et ça a beaucoup aidé à la structuration de l'organisation des essais précoces en France, et ça aide beaucoup à l'attractivité, mais aussi sur d'autres molécules où il y a besoin de technicité, comme les CAR-T ou des molécules comme ça, où la France reste quand même un pays attractif de par l'expérience des cliniciens, des investigateurs en France. Et peut-être mentionner un point d'actualité. Le mois dernier, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, a lancé un circuit accéléré pour démarrer plus rapidement les essais cliniques, un fast track pour la partie autorisation. Et puis les clips cités par Isabelle avec les industriels et le LEM s'engagent aussi sur les autres étapes à aller plus vite, de manière à pouvoir démarrer un essai clinique en 40 jours. Et donc ça, c'est aussi ça fait partie des éléments qui peuvent rétablir un petit peu cette attractivité de la France. Et donc là, l'expérimentation va être lancée? Oui, Est lancée depuis le 26 mars. Ah oui, ça c'est une grande... ça va être en effet très bien pour notre attractivité. Et donc tout à l'heure, on avait un peu évoqué les essais de désescalade. On a aussi des cancers rares, et notamment dans le digestif. Et puis on a des cancers dits de très mauvais pronostic, comme le pancréas, sur lequel la recherche n'était pas forcément... il n'y avait pas forcément grand-chose. Qu'en est-il de votre point de vue? Comment est-ce que ça peut avancer? Alors, je pense que la recherche sur ces sujets-là, elle est toujours d'actualité et compte tenu du besoin médical très très fort. D'ailleurs, ça a été inscrit dans la seconde lettre du plan décennal de l'INCa de travailler sur ces cancers. C'est des priorités nationales de travailler sur ces thématiques-là. La désescalade, c'est un vrai sujet. L'idée, c'est de faire des essais cliniques où on va tester la possibilité d'espacer les administrations de chimiothérapie ou de donner des doses réduites par rapport aux doses qu'on donne d'habitude. C'est plutôt un sujet dont on s'empare par les promoteurs dits académiques, donc les hôpitaux ou les groupes coopérateurs qui sont promoteurs des essais cliniques. Et c'est clairement une thématique qui est fortement portée actuellement et on voit de nombreux essais de désescalade qui sont en cours et qui donneront lieu à des réponses à la fois sur l'efficacité de cette désescalade, mais aussi d'un point de vue économique, compte tenu des économies attendues pour le système d'assurance maladie. Sur les maladies rares, là aussi, c'est une thématique dont on s'empare à la fois côté académique et côté industriel.
La difficulté dans les maladies rares, c'est, comme le nom l'indique, de trouver des patients et donc d'avoir un niveau de preuve élevé comme dans les cancers ou les maladies plus fréquentes. Et sur ça, on voit qu'il y a des nouvelles méthodologies en recherche clinique qui sont en train de se développer. Ça passe par des bras de contrôle externes, des essais simulés, des essais hybrides, des jumeaux numériques. Ces nouvelles méthodes d'évaluation, elles reposent beaucoup sur les données en vie réelle, c'est-à-dire des données observationnelles qui sont collectées dans un autre cadre que la recherche clinique, mais qui peuvent être utilisées pour la recherche clinique. Et il faut bien sûr valider ces nouvelles méthodologies, c'est de la recherche dans la recherche clinique. Et l'Agence de l'innovation en santé porte actuellement un appel d'offres de cas d'usage et on va dans les prochaines années valider ou invalider ces nouvelles méthodes pour leur utilisation en recherche clinique, mais également ensuite pour l'accès au remboursement des médicaments. Donc ça, c'est une fois de plus, ça montre la France et son implication encore dans ces projets de recherche clinique et l'idée d'aller de l'avant sur ces sujets-là, et ça sera particulièrement utilisé dans les pathologies et les cancers rares. Donc oui, en effet, ces méthodologies, ces nouvelles méthodologies, c'est un axe majeur pour les industriels. Et en effet, il faut que ça passe par une étape de validation, en particulier lorsqu'on parle de données virtuelles, où là on a encore besoin de cas d'usage pour valider ces méthodologies. On est quand même plus expert sur la partie purement données de vie réelle. Mais donc voilà, utilisateurs, formateurs doivent s'améliorer sur ces méthodologies pour pouvoir être utilisées, notamment dans les pathologies rares ou dans les approches de plus en plus personnalisées des traitements du cancer ou autres pathologies. Oui, et c'est des sujets qu'on porte nous aussi au travers des bras synthétiques et des bases de données que nous avons. Et peut-être une dernière question, parce qu'on a parlé de la recherche clinique, mais finalement, qu'est-ce qui se passe après la recherche clinique? Enfin, voilà, une fois que l'essai est positif, alors il y en a des négatifs, il faut aussi le dire, c'est de la recherche, donc c'est normal, on ne connaît pas le résultat avant de lancer cette recherche. Mais donc, qu'est-ce qui se passe après? Alors, si la recherche est positive, si c'est un médicament, le laboratoire peut faire le choix d'aller, dans le contexte français, demander un remboursement et un prix pour ce médicament. C'est des étapes dites d'accès au marché qui sont obligatoires pour qu'un médicament soit disponible pour les patients. Et donc, c'est sur la base de ces essais cliniques et notamment de l'essai de phase 3 que le laboratoire va demander un remboursement et ensuite un prix dans le contexte français. Donc c'est des étapes qui sont vraiment primordiales, obligatoires, qui doivent avoir un niveau de qualité très très important puisque ça va ensuite engager un remboursement national et des deniers publics. Et donc tout l'enjeu est vraiment d'avoir des essais cliniques de qualité pour répondre aux attentes des autorités françaises pour avoir un remboursement à prix. Donc pour faire simple, en fait, le laboratoire va demander un avis médico-technique et médico-économique à la HAS, puis un prix auprès du CEPS, et c'est seulement quand ce prix sera fixé que le médicament sera disponible pour les patients, que ce soit en pharmacie de ville ou à l'hôpital. Et puis, si on parle plus d'essais qui ont été menés dans le cadre académique, pour pas forcément une AMM, mais pour une des escalades dont on parlait ou une nouvelle modalité de prise en charge, et bien là, l'idée, c'est ensuite de changer les recommandations, de faire évoluer les recommandations, par exemple, soit au niveau national, soit au niveau international, de l'ESMO, par exemple. Et ça va changer ensuite la prise en charge des patients en l'améliorant, bien entendu. Merci à toutes les deux. De ce que je retiens, c'est l'expertise de la France quand même. C'est la collaboration, que ce soit entre industriels, académiques et des collaborations à l'international. Et puis, c'est tout ce qui est lié à la fiabilité, aussi à la qualité des données qui sont collectées. Donc, un grand merci Isabelle et Ariane. Alors, comme à chacun, je vous remets le petit autocollant Dépiste tes darons pour la santé de leur côlon. Voilà, il faut vraiment parler de ce dépistage du cancer colorectal à tout votre entourage. Merci à toutes les deux. Merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode des Arcades digestives. Nous espérons que cela vous a donné matière à réflexion et que vous en savez plus
sur l'oncologie digestive. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. La Fondation Arcade vit de la générosité du grand public. N'hésitez pas à nous suivre et à faire des dons sur le site internet et sur nos réseaux. Un grand merci à nos partenaires qui nous ont aidés à construire ce podcast et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.